Bonsoir et bienvenue au journal. Les meilleures solutions technologiques capables d'accélérer le développement en Afrique occidentale, primées au Forum africain pour la recherche et l'innovation à Cotonou. Cette remise de prix est un des actes conclusifs de la deuxième édition de ce rendez-vous sous-régional organisé par la CEDEAO pendant une semaine et bouclé ce matin. La cruciale question de sécurité-défense du territoire national était au cœur de la troisième session extraordinaire du Conseil économique et social. Les travaux ont aussi permis d'acter les commissions permanentes de l'institution et leurs bureaux exécutifs. La session s'est achevée hier à Cotonou avec plusieurs recommandations. Le programme Redevabilité phase 3 prend son envol avec la contractualisation des obligations des partenaires hier à Cotonou. L'initiative financée par la Confédération helvétique veut continuer à promouvoir la participation de tous à l'élaboration des politiques publiques. Le Forum africain pour la recherche et l'innovation à Cotonou dans sa deuxième édition FARI s'achève. Les travaux d'une semaine ont été clôturés ce matin à l'occasion d'une cérémonie marquée par la remise de prix aux startups ayant développé les solutions technologiques les plus performantes, des innovations censées booster le développement de la sous-région ouest africaine dans plusieurs secteurs de l'économie. Virgile Rodegnon, Elvis Tonoukoua. Tombée de rideau sur la deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation. Venus échanger et bâtir ensemble les voies du progrès par l'innovation, scientifiques, jeunes et expérimentés, innovateurs et entrepreneurs de toute l'Afrique de l'Ouest ont, durant 4 jours, travaillé acharnement pour éveiller le sens de créativité des jeunes Africains sur qui le continent compte pour son développement. Les travaux que vous venez d'achever ont mis en lumière l'étendue des talents africains, la pertinence des initiatives portées par nos institutions et la vitalité des débats qui ont jalonné cette édition du FARI. L'attraction de cette cérémonie de clôture du FARI 2 est bien évidemment la distinction des meilleures startups sélectionnées à l'issue d'un concours dominé par EasyChain de la Côte d'Ivoire. EasyChain, on est une start-up logistique qui visons à simplifier en fait, le transport maritime de marchandises en Afrique de l'Ouest. Pour nous, c'est de pouvoir justement relier les ports principaux aux ports secondaires qui sont basés sur la côte ouest africaine, en allant de Lomé au Togo, après au Cap-Vert, avec des escales à Abidjan, San Pedro, Monrovia, Conakry et Dakar. Les solutions technologiques dont ces jeunes sont porteurs confortent les experts et les ministres de l'espace CEDEAO quant à la nécessité pour l'Afrique d'investir dans la recherche et l'innovation. Ce qui explique par ailleurs la forte implication des autorités béninoises et l'engagement de toutes les parties à faire de la science et de l'innovation des moteurs majeurs de développement de l'Afrique par les jeunes. Les startups que nous voyons sont les semences des grandes entreprises de demain. Nous nourrissons l'espoir que très bientôt, notre marché régional consommera les produits de ces jeunes entreprises et contribuera même à leur rayonnement international. Il nous appartient de tout mettre en œuvre pour encourager la créativité et l'espoir d'innovation de notre jeunesse. Dans un élan de satisfaction, Éléonore Yahi Ladécan formule au nom de ses pairs de la sous-région le vœu que les engagements pris et les recommandations du FARI 2 se traduisent en actions concrètes et en politiques publiques structurantes pour les différents États. La troisième édition du FARI se tient au Ghana dans 2 ans. Mais avant celle-là, celle de cette année à Cotonou, le FARI 2 a été un rendez-vous. L'esprit de partage, d'expérience et de connaissances cet esprit a été la chose la mieux partagée par les participants. Quelques-uns d'entre eux apprécient le bonheur de leur séjour et tout le bien qu'ils ont pu tirer de cette édition de Cotonou. On va les écouter. Alors, Cotonou, c'est beau. J'avoue, j'ai été séduit par la beauté et surtout la propreté de la ville. Donc, je pense que ce sont des points à soulever. Dans l'organisation du FARI, je vois que c'est beaucoup métissé. Plusieurs nationalités sont là, plusieurs autorités sont là et l'accessibilité de ces autorités est aussi facile. Du coup, je pense que c'est un point clé qui fait du FARI un succès. Parce qu'en tant que jeune, j'ai cette opportunité, cette facilité de rencontrer des personnalités et d'échanger avec eux, de parler business avec eux en toute aisance. Je pense que ça,
c'est un point clé du développement. Et je félicite les autorités pour cela. Et l'ouverture d'esprit aussi de ces autorités-là. Je suis très fier de cela. Un autre point, c'est venant des jeunes aussi. Les jeunes sont curieux. Même des jeunes du Bénin, des tout jeunes, je peux même dire des petits, qui sont là aussi curieux par qu'est-ce qui se passe par l'innovation. Ils s'approchent de moi, ils veulent prendre conseil, ils posent des questions pertinentes. Donc c'est vraiment des points aussi à soulever. Ce qui m'a beaucoup marqué d'abord, c'est l'accueil chaleureux des autorités de la République de Sœur du Bénin, l'environnement, la propriété et aussi la qualité de l'organisation pour laquelle nous sommes là. Ce qui m'a encore marqué, c'est surtout la motivation des jeunes, la détermination des jeunes et puis surtout leur génie créateur. Parce qu'on a vu les différentes startups qui sont passées et avec les différentes inventions qui peuvent servir de levier pour le développement socio-économique de notre continent. Autre chose aussi, c'est le partage d'expériences que nous avons eu avec les différents pays. Et là, j'ai compris que chaque pays est effectivement en train d'aller dans le sens de l'inclusion de la jeunesse, parce qu'on a compris aujourd'hui que notre population est en majorité jeune. Et si nous voulons nous développer, il faut que cette jeunesse-là soit au cœur de ce développement, mais à travers la recherche, à travers l'innovation. Une autre session dans ce journal, celle-ci a duré 10 intenses jours de travaux. Il s'agit de la session extraordinaire au titre de l'année 2025 du Conseil économique et social, la 3e du genre, qui a pris fin hier. Plusieurs dossiers ont été examinés lors de cette session, qui a d'ailleurs connu la participation de la quasi-totalité des hauts conseillers de la République, l'adoption du procès-verbal des séances plénières de la session précédente extraordinaire aussi, la présentation d'une communication sur la sécurité avec l'état-major des forces armées et la mise en place des commissions permanentes ont été les travaux marquants. Voici le compte-rendu en complet avec Ouliat Sanoussi et Rachid Souberou qui étaient à la cérémonie de clôture. Plusieurs sujets ont été débattus par les conseillers au cours de cette 3e session extraordinaire du CES qui s'achève. Entre autres, l'examen et l'adoption du rapport général de la tournée de lancement des activités des conseils économiques et sociaux départementaux déroulés du 1er au 11 avril 2025. Cette mission nous a permis de nous assurer l'installation effective des CES départementaux et d'examiner avec eux les sujets de préoccupation fondamentale des communautés et le rôle que peut jouer notre institution dans leur résolution. D'ailleurs, vous voyez le prolongement aujourd'hui de cette communication de l'état-major qui a été faite. C'est tout naturellement donc que nous sommes confortés dans la mise en œuvre d'un important projet d'organisation d'un atelier de team building pour un conseil économique et social VIP. Que dirais-je? D'un séminaire d'imprégnation. Autrement dit, le CES sera plus visible, plus impactant et plus performant. Le procès verbal des séances plénières de la 2e session extraordinaire a été également adopté lors de cette session. Cependant, ces activités ne sauraient être efficacement menées sans l'instauration et l'opérationnalisation du cadre institutionnel prévu à cet effet. La présente session nous a en effet permis de lancer les préparatifs du dit atelier en mettant en place un comité d'organisation qui, sans désemparer, s'est déjà mis au travail en élaborant un projet de terme de référence amendé et validé en plénière par l'ensemble des conseillers. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Ainsi, en vue de nous conformer au principe de la gestion axée sur les résultats, nous avons décidé désormais d'être plus proactifs. C'est pour cela que nous avons retenu d'organiser nos activités dans le cadre de sessions dont le calendrier indicatif a été adopté en plénière au cours de nos assises. La mise en place des commissions permanentes du CES ainsi que leurs bureaux respectifs permet désormais de nous engager résolument dans l'examen des dossiers d'envergure nationale au profit des populations que nous servons. Conrad Baguidi a saisi l'occasion pour saluer les conseillers qui se sont illustrés par leur constante disponibilité et la qualité de leur contribution aux travaux et grâce à qui ces résultats appréciables sont atteints.
Le député à l'Assemblée nationale, membre du parti de la mouvance présidentielle Bloc républicain, Malick Seibou Gominan, a été reçu en invité de l'émission Banda Carlique de Global Africa Télé Sud, une chaîne de télévision basée à Paris. Occasion pour l'élu de la 13e circonscription électorale, l'élu national, d'opiner sur plusieurs sujets d'actualité. Il s'est prononcé sur la lutte engagée par la gouvernance Talon contre l'extrémisme violent dans le Nord Bénin. On va suivre un extrait de ses propos. Le nord du Bénin est confronté à des attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Les assauts contre l'armée béninoise se sont intensifiés ces derniers jours. Le dernier bilan qu'on a, c'est 54 morts. Est-ce que les autorités béninoises, monsieur le député, sont à la hauteur de cette cause aujourd'hui? Oui, évidemment, les autorités béninoises sont à la hauteur. Et si juste là, le Bénin a tenu, le Bénin n'a pas cédé 1 centimètre de son territoire, ça veut dire que les autorités béninoises sont à la hauteur, tout comme nos forces de défense et de sécurité, à qui d'ailleurs je dois rendre hommage ici et saluer la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. C'est vrai que c'est une quête permanente. Il y a des jours sans, il y a des jours avec, mais pour le moment, le Bénin essaie de tenir parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette menace qui englobe toute la sous-région, qu'elle quitte ailleurs pour venir au Bénin, elle essaie d'impliquer le Bénin dans ce combat-là. Nos forces tiennent, il arrive que nous perdons des hommes, nous nous organisons pour faire que la riposte soit à la hauteur de la barbarie qui nous attaque. Et vous avez travaillé sur ce sujet. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les causes du développement du terrorisme à la frontière béninoise et quelles sont les pistes pour pouvoir répondre à ce problème aujourd'hui? Malheureusement, les causes, c'est parce que ces terroristes sont libres, ou du moins c'est parce que nos voisins, nos frères du Niger, nos frères du Burkina Faso ne sont pas arrivés à les contenir et donc ils sont libres dans cet espace commun à nos 3 pays et donc ils arrivent à nous attaquer. Sinon, l'extrémisme violent au Bénin n'est pas encore, et on le souhaite jamais, ne sera implanté au Bénin. Donc c'est quelque chose qui nous vient de nos voisins. Malheureusement, les pays ne changent pas d'adresse, les pays ne déménagent pas. Et donc nous sommes confrontés à la situation qui avait commencé au Mali et au Niger, qui a conquis le Burkina Faso et qui tente de conquérir le Bénin, mais nous sommes vent debout pour pouvoir lutter pour que notre territoire soit intact. Malheureusement, c'est avec les pertes que l'on connaît. Malick Gominan est également revenu sur l'héritage politique de Patrice Talon après sa gouvernance. On va écouter un extrait de ses propos à ce sujet. Quel est l'héritage de Patrice Talon aujourd'hui, monsieur le député? L'héritage de Patrice Talon est visible devant tout le monde. Le Bénin est devenu un pays qui fait sa marche vers le progrès. Le Bénin aujourd'hui est un pays dont tout le monde est fier. Il y a encore les Béninois. Il y a encore des problèmes. Oui, c'est évident. Patrice Talon n'a pas une baguette magique, il ne peut pas régler en 10 ans des problèmes qui datent de 60 ans. Mais il a joué sa partition. Si vous voyez ce qui a été fait, d'abord la modernisation du pays, en ce qui concerne son espace politique, la réforme du système partisan, ça c'est un gain incommensurable. On en parlera tout à l'heure. Oui, c'est un gain incommensurable. Ensuite, la digitalisation du pays. Si vous savez ce qui se passe au Bénin, vous pouvez avoir votre casier judiciaire, votre acte de naissance en restant chez vous et juste en allant sur une plateforme. Vous pouvez payer vos impôts à travers votre portable. Vous pouvez vraiment, la digitalisation, c'est un gain énorme. En peu de temps, nous avons fait beaucoup de progrès. Si je laisse cette question-là, aujourd'hui, le développement infrastructurel, ce qui manquait au Bénin, la question de tourisme, le Bénin est devenu, en peu de temps, une référence sous-régionale et nous voulons que cela se poursuive pour que dans quelques années, le Bénin soit l'Eldorado. Mais nous pouvons dire que beaucoup de choses ont été faites. Et beaucoup de choses restent à faire. Oui, beaucoup de choses restent à faire. Les Béninois ne sont pas encore satisfaits. Hein? C'est évident que les Béninois ne peuvent pas être satisfaits. Mais on regarde la balise d'où on est parti, où on est arrivé. Et incontestablement, personne ne peut dire qu'en 10 ans, le Bénin n'a pas changé. Et c'est sur ce bilan-là que le Bloc républicain présentera un candidat à la présidentielle. Et
et pourra surtout êtes-vous sûr de pouvoir remporter une élection en défendant le bilan des Patrice Talon aujourd'hui? Oui, c'est évident. Non seulement nous sommes sûrs, mais il ne peut en être autrement. Parce que les Béninois ont vu, ils ont entendu, ils savent, ils ont comparé entre ce qui se faisait avant et ce qui s'est fait. Et donc, là-dessus, il n'y a même pas l'objet d'un doute. Nous sommes de la majorité présidentielle, nous allons nous entendre avec les autres partis de la majorité présidentielle et dégager un candidat ou un duo de candidats qui va défendre Est-ce qu'on a déjà des noms? Non, nous n'avons pas encore des noms. Nous sommes un parti discipliné. Les concertations, les vocations commencent par émerger. Les arbitrages se feront. Vous avez un préféré? Non, moi, je n'ai pas de préféré. Mon préféré, ce sera ceux qui seront retenus par le parti ou les alliances de partis que nous constituons au sein de la majorité. Et nous allons travailler à ce que ce qui a été fait puisse être pérennisé. Les partenaires associatifs de la phase 3 du programme Redevabilité et l'opérateur de mise en œuvre GFA Consulting s'engagent officiellement à atteindre leurs objectifs communs. Ils l'ont matérialisé à travers la signature du contrat de partenariat pour l'exécution de ce programme financé par la coopération suisse. Il tend, ce programme, à renforcer la gouvernance ainsi que la participation dans l'élaboration des politiques publiques. La cérémonie de signature déroulée hier à Cotonou avec Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero. En signant ces contrats de partenariat avec le groupe GFA Consulting qui met en œuvre la phase 3 du programme Redevabilité, ces responsables des organisations de la société civile et acteurs étatiques affirment leur volonté de renforcer les mécanismes de contrôle citoyen, d'améliorer la gestion des ressources publiques et de consolider les principes démocratiques. La signature de ces contrats et la remise de chèques aujourd'hui marquent la mise en route de vos différents projets et initiatives et incarnent un engagement mutuel, celui de collaborer avec détermination pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce partenariat d'une valeur d'environ 2 250 000 francs suisses, ce qui équivaut à environ 1,5 milliard de francs CFA, est focalisé sur vos différents projets axés sur la redevabilité judiciaire, la redevabilité sociale avec le renforcement de capacités des acteurs, la redevabilité financière et budgétaire au niveau central et communal, la redevabilité électorale. En tant qu'acteur de la demande, le consortium Social Watch Bénin Alcré, la maison de la société civile, la plateforme électorale des organisations de la société civile et Changement Social Bénin saluent cette collaboration et rassurent de leur engagement. Nous nous engageons donc à faire vraiment preuve de transparence, de gestion responsable des ressources qu'on met à disposition et de production des résultats contractuels. La formalisation de cette collaboration représente une avancée significative dans notre engagement commun pour l'effectivité de la redevabilité au Bénin. La phase 3 du programme s'appuie sur une approche collaboratrice et participative qui repose sur plusieurs éléments fondamentaux qui sont en autres la soumission des TDR des activités à l'unité de gestion du programme pour avis de non-objection. Le programme Redevabilité est financé par la coopération suisse et sa troisième phase a été lancée le 25 mars 2025. Le partenariat est désormais scellé pour le renforcement du rôle de la société civile dans la promotion de la transparence et la bonne gouvernance au Bénin. Dans 10 minutes, l'info continue après ce journal avec deux acteurs, Stanislas Samoa, journaliste et chroniqueur, et Dr Damien Arwandokon, coordonnateur du réseau des jeunes leaders du Bénin, avec cette interrogation en débat. Eh bien, promesses électorales et projets de société, sur quoi miser et pourquoi. Voilà, restez fidèles à nos programmes sur Canal 3 Bénin.